fleuve Sénégal coulait lentement, presque paresseusement, comme s'il portait en lui la fatigue des hommes de cette ville. À Saint-Louis, le vent salé caressait les toits rouillés et les murs délavés des anciennes maisons coloniales. C'était une ville suspendue entre deux temps, celui du passé glorieux et celui incertain du présent. Et parmi ces rues sablonneuses et ces balcons en fer forgé, vivait Malik, un homme que l'on croisait souvent sans vraiment le voir. À 35 ans, Malik avait le regard de ceux qui ont trop espéré et trop perdu. Dans sa petite boutique de matériaux, il passait ses journées à discuter avec des maçons, à compter des sacs de ciment, à négocier des livraisons. Rien ne trahissait l'ancien feu qui l'animait, sauf peut-être lorsqu'il fixait longuement, sans raison apparente, la photo jaunie de deux jeunes hommes sur le mur du fond. Deux frères. L'un souriait, l'autre tenait un drapeau déchiré. 10 ans plus tôt, Malik rêvait d'un Sénégal nouveau. Il avait organisé des sit-ins, parlé dans des amphis, mené des marches. Son frère Djibril, plus jeune, plus fou, plus pur, l'avait suivi sans hésiter, jusqu'à ce jour maudit où la police avait chargé et où Djibril s'était effondré, une balle en pleine poitrine. Depuis, Malik ne manifestait plus que du silence. Il avait rompu avec la politique, avec ses anciens camarades, avec presque tout. Il s'était enterré vivant. Pendant ce temps, à bord d'un car rapide cahotant, Aïda observait le paysage changer. Elle fuyait Dakar. Sa chaleur étouffante, ses regards pesants, ses silences bruyants. Fille unique d'une mère autoritaire, elle avait grandi dans une cage dorée, entre école privée, mosquée familiale et dîner arrangé. Belle et brillante, on l'avait toujours vue comme un projet, un trophée, jamais comme une femme libre. Son fiancé, Amadou, était l'exemple même de cette illusion. Riche, influent, choisi par sa mère. Il l'aimait comme on possède. La veille, il avait levé la main sur elle. Le matin des fiançailles, elle avait fait ses valises et disparu. Direction Saint-Louis. Raison officielle, un stage en architecture pour le réaménagement de l'ancien port colonial. Raison secrète, respirer, oublier, se reconstruire. Aïda descendit au terminus, un sac à l'épaule, les yeux pleins d'inquiétude et d'espoir mêlés. Elle n'avait jamais mis les pieds à Saint-Louis, mais elle sentait que quelque chose l'y attendait. Un recommencement peut-être, ou une fin. Qui pouvait savoir? Dans la lumière orangée du soir, elle marcha vers la maison d'accueil prêtée par l'université. Les rues étaient calmes. Des enfants jouaient au foot entre les murs décrépits, des femmes riaient sous les auvents. Saint-Louis semblait figée, douce, presque endormie. Mais Aïda, sans le savoir, venait d'ouvrir une porte invisible. Une porte vers le passé d'un homme brisé. Et quelque part, non loin, Malik, assis dans sa boutique, releva la tête un instant, comme si un souffle nouveau venait de traverser la ville. Puis il baissa les yeux, reprit sa tâche. Il ne savait pas encore que sa solitude venait de recevoir une brèche, et que le passé, toujours tapi dans l'ombre, allait bientôt réclamer son dû. Le soleil de midi dardait déjà ses rayons sur les ruelles de Saint-Louis, faisant scintiller la poussière en suspension dans l'air. Aïda avait passé sa matinée à arpenter les plans du projet d'architecture. Mais ce qui l'obsédait, c'était la boutique modeste au coin de la rue, un lieu qu'elle avait croisé par hasard, la veille, en revenant de l'université. Aujourd'hui, elle avait une raison. Acheter du ciment. Son sac d'étudiante ne portait rien d'autre que quelques outils et un carnet où s'entassaient ses rêves de bâtiment et de reconstruction. Mais elle se sentait étrangement attirée par cette boutique, à l'odeur de poussière et de bois brut, par ce silence lourd qui y régnait. Elle poussa la porte grinçante et entra. Malik leva les yeux de son comptoir, couvert de factures et de sacs entassés. Son regard, dur et un peu perdu, rencontra celui d'Aïda. Une vague d'étrange reconnaissance traversa ses prunelles sombres, mais il détourna rapidement les yeux, comme un homme qui fuit un souvenir. « Bonjour », dit Aïda d'une voix douce. « Je voudrais du ciment pour un projet à l'université. » Malik hocha la tête sans un mot, attrapa un sac poussiéreux et le posa devant elle. Ses mains étaient larges, marquées par des années de travail manuel. « Combien ?» demanda-t-elle hésitante. « 2000 francs CFA, répondit-il, d'une voix rauque. Ce fut leur premier échange. Court, sans chaleur, mais suffisant pour que quelque chose s'installe. Les jours suivants, Aïda revint, toujours pour du ciment, parfois pour des briques ou des planches. Malik la regardait de loin, intrigué par cette jeune femme qui ne s'imposait pas, qui ne parlait pas trop, mais
qui revenait. Un après-midi, elle osa lui demander conseil sur les matériaux. Malik répondit avec plus d'assurance, parlant de la qualité du ciment, des meilleures pierres pour construire dans ce climat. Sa voix s'adoucissait à mesure qu'il partageait ce savoir. Puis, les conversations s'allongèrent. Il parlait d'abord du bâtiment, des murs, du sable, puis, par touches légères, de la ville, des saisons, du fleuve. Malik découvrit qu'Aïda avait quitté Dakar pour trouver la paix, que son rire était rare mais sincère. Aïda, de son côté, devinait la douleur enfouie derrière le visage de Malik, comme une vieille blessure invisible. Le silence devint bientôt leur langage commun. Dans ce lieu simple, au milieu de sacs de ciment et d'outils oubliés, ils trouvaient un refuge, un espace où personne ne leur demandait de se justifier. Un soir, alors que le soleil déclinait, Malik lui montra une photo, celle qu'elle avait aperçue dans la boutique. « C'est mon frère, » murmura-t-il, les yeux dans le vague. « Il est mort à cause de moi. » Aïda posa une main légère sur son bras. « Je ne te demanderai pas comment, » répondit-elle simplement. « Mais je sais ce que c'est, de porter des fantômes. » Elle ne lui parla pas de son fiancé, ni des coups qu'elle avait reçus, ni de la peur qui la suivait. Il n'était pas encore temps. Leur relation évolua, fragile et lente, tissée de confiance et de non-dits. Ils devinrent des compagnons de silence avant d'être des amants. Leur premier baiser fut un souffle, une hésitation, une promesse sans mots. Ils savaient que la lumière pouvait renaître dans les cendres, mais qu'il faudrait du temps pour guérir, et que chaque regard échangé portait la lourdeur des blessures passées. La nuit était tombée sur Saint-Louis, étendant son manteau d'obscurité sur les ruelles désertes et les façades usées par le temps. Dans la boutique silencieuse, Malik était encore là, assis derrière le comptoir, les yeux fixés sur un carnet usé où il notait les entrées et sorties de marchandises. Son esprit ne quittait pas les mots d'Aïda, ses sourires furtifs, la lumière qu'elle ramenait dans son existence. Le téléphone, posé sur une pile de factures, vibra soudain, brisant le silence. Malik sursauta. Il n'attendait aucun appel. L'écran affichait un numéro inconnu. Avec une hésitation lourde, il décrocha. « Malik, c'est moi, Ousmane. » La voix était calme, mais froide, implacable, comme un couperet suspendu au-dessus de lui. « Ousmane, je ne m'attendais pas à ce que tu me contactes. Toi non plus, visiblement. Mais il est temps d'arrêter de fuir. » Un frisson parcourut l'échine de Malik. Ousmane n'était pas un inconnu. Ancien compagnon de lutte, frère d'armes devenu l'ombre d'un homme d'affaires corrompu. Depuis 10 ans, leurs chemins s'étaient séparés, mais Ousmane avait suivi une voie bien différente, celle du pouvoir, des deals obscurs, des secrets à protéger. Tu as bâti ta paix sur un cadavre, Malik. Le souvenir de ton frère te ronge, je le sais. Mais moi aussi, je sais des choses. Un silence lourd suivit, un marché. Ta boutique, elle peut servir à blanchir de l'argent. Tu m'aides, je ferme les yeux sur ton passé. Je m'occupe de tout effacer. Personne ne saura. Malik sentit la pression monter. Il pensa à Aïda, à ce fragile équilibre qu'ils avaient commencé à construire. « Pourquoi m'aides-tu » demanda-t-il, méfiant. « Parce que c'est dans notre intérêt commun. Tu veux protéger ta vie nouvelle, elle dépend de moi. Et moi, j'ai besoin d'un intermédiaire discret. » Malik baissa la tête. Il savait qu'accepter ce pacte, c'était s'enfoncer dans un monde qu'il avait juré de fuir. Mais il ne pouvait pas perdre Aïda. Il voulait lui offrir un avenir sans ombre. « Très bien, dit-il enfin. Je suis d'accord. » Les jours suivants, tout changea sans qu'Aïda ne s'en rende compte. Malik devint plus distant encore. Ses absences s'allongèrent. Il passait des soirées à compter des billets, à cacher des cartons, à recevoir des visiteurs à voix basse. Un poids nouveau s'abattait sur ses épaules. Il avait choisi la sécurité d'un mensonge. Pourtant, quand Aïda venait dans la boutique, il lui souriait, comme pour se convaincre que tout irait bien. Mais dans ses yeux, la peur, la colère et la culpabilité se mêlaient en silence. Un soir, alors qu'ils regardaient ensemble le fleuve scintiller sous la lune, Aïda posa sa main sur la sienne. « Malik, qu'est-ce qui te retient? Pourquoi ces secrets ?» Il ne répondit pas. Il savait que le plus grand combat n'était pas dehors, mais en lui-même, et que bientôt, ce pacte cacherait une faille dangereuse, une faille qui risquait d'emporter tout ce qu'il avait commencé à reconstruire. La lumière blafarde du petit appartement qu'Aïda louait au centre de Saint-Louis n'apportait aucune chaleur. Depuis plusieurs jours, une ombre invisible pesait sur elle,
Un frisson qui ne s'évanouissait pas même sous le poids des nuits sans sommeil. Tout avait commencé par un message. Sur son téléphone, une notification anonyme. Tu penses pouvoir fuir ce que tu es? Elle avait d'abord cru à une erreur, un mauvais tour. Mais les messages se multiplièrent. Simples, courts, menaçants. Tu ne peux pas te cacher. Ce que tu as laissé derrière toi ne dort jamais. L'angoisse monta vite. Son passé, ce qu'elle avait enfoui sous le voile du silence, recommençait à la rattraper. Puis, il y eut la rencontre qu'elle redoutait le plus. Un soir, alors qu'elle rentrait d'une réunion à l'université, elle croisa dans une ruelle sombre Amadou, son ancien fiancé. Les traits durs, le regard glacé, il ne laissa aucun doute. Il l'avait cherché. « Tu crois que tu peux m'échapper ?» lui murmura-t-il avec un sourire amer. Elle voulut s'éloigner, mais il lui attrapa le poignet. « Tu vas payer, Aïda, et tu vas regretter. » Ce qu'elle ignorait, c'est qu'Amadou n'était plus seul. Il avait scellé une alliance inattendue et mortelle. Ousmane, l'homme dont Malik craignait les appels nocturnes, était devenu l'ombre menaçante dans leur vie. L'ancien compagnon de lutte, devenu maître du jeu souterrain, avait vu en ce retour une occasion parfaite. Prendre Malik à revers, faire vaciller sa fragile paix. À la boutique, Aïda observait Malik d'un œil nouveau. Il rentrait tard, fatigué, souvent secret. Il cachait désormais un carnet dans un tiroir verrouillé. Des silences s'installèrent entre eux, lourds et épais. Elle ressentait un poids, une tension sourde qu'elle ne comprenait pas. Le soleil n'avait pas encore chassé la nuit que déjà Aïda était debout, le cœur lourd, les yeux fatigués. Depuis des jours, elle revoyait en boucle les images enregistrées sur la petite caméra dissimulée dans le bureau de Malik. Ce qu'elle avait vu lui broyait l'âme. Sur ces vidéos, Malik apparaissait, seul dans la boutique, manipulant avec une nervosité visible des enveloppes épaisses. Il comptait des billets, les glissait furtivement dans des sacs, jetait des regards par-dessus son épaule. Aïda, blessée, ne pouvait s'empêcher de penser au pire. Il est mêlé à un trafic, un business sale. Son amour vacillait, étouffé par le poids de la trahison. Elle s'était sentie en sécurité à ses côtés, mais maintenant, la peur la paralysait. Elle voulait comprendre. Mais surtout, elle voulait agir. Elle chercha du soutien auprès d'une voix qu'elle croyait amie. Amadou. Le même homme dont elle avait fui la violence, le même fiancé qu'elle avait abandonné, surgissant maintenant des ombres pour jouer un jeu dangereux. Au téléphone, sa voix était douce, persuasive. Aïda, tu dois faire tomber les masques. Malik ne te mérite pas. Il te ment. Il te trahit. Il savait comment jouer sur ses doutes, son isolement, ses blessures. Tu as raison, murmura-t-elle, brisée. Les jours suivants furent un mélange d'angoisse et de réflexions douloureuses. Aïda hésitait entre la confiance qu'elle avait encore pour Malik et la certitude terrible que tout était faux. Puis, une nuit fatidique arriva. Amadou l'avait invité à le rejoindre discrètement, promettant des preuves irréfutables contre Malik. Sous la lumière tremblante d'un lampadaire, Aïda s'exprima, en colère, effondrée. Malik est corrompu. Il fait des affaires louches. Il nous détruit tous les deux. Il ne mérite pas mon pardon. Ces mots, enregistrés à son insu, résonnaient dans la nuit. Sans qu'elle ne puisse réagir, la voix d'Amadou la trahit. L'enregistrement fut envoyé à la police, aux autorités locales, déclenchant une enquête dont Malik ne se doutait pas. Le piège était tendu. Aïda, prise dans les griffes d'un jeu qu'elle ne contrôlait plus, avait trahi celui qu'elle aimait, sans connaître la vérité complète. La première fissure dans leur histoire d'amour venait de se transformer en un gouffre. « Veux-tu que je